Alors, je pense que pour commencer, je vais un peu vous expliquer en deux, trois mots le projet Bouteille. Ensuite, comment on en est venu à choisir le crowdfunding comme un moyen de financement pour notre projet. Comment on a choisi notre plateforme. Donc, il faut savoir que nous, on est passé par KissKissBankBank. Comment on a réussi à atteindre notre objectif, tout ce qui a été avantage, tout ce que nous a apporté de positif cette campagne de financement, et tout ce qui est plutôt risque et points d'attention, les points de vigilance, parce qu'il y en a sur cette expérience. Ça a été une expérience de 1 mois et demi. On a commencé le crowdfunding en mars 2020 et on l'a terminé fin avril. Voilà. Et puis après, on passera aux questions-réponses. Donc, le projet Bouteille, c'est un bar à cocktails et spiritueux qu'on a lancé à Spa, donc dans les Ardennes. C'est un endroit où on propose des cocktails classiques comme on les connaît, mais surtout des cocktails créatifs. Donc, on invente nous-mêmes. C'est une carte courte qui va changer au gré des saisons. Donc, on change tous les mois. Et au gré des saisons et aussi par rapport à la production des maraîchers avec qui on travaille sur tout ce qui est fruits, légumes, herbes aromatiques, etc. En fait, il y a vraiment une vraie réflexion autour de la saisonnalité, du circuit court, une mise en avant de distillateurs et liquoristes belges, parce qu'on fait des alcools en Belgique, aussi un petit peu en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. D'aller à la rencontre de tous ces gens-là et de pouvoir raconter leur histoire dans notre bar. Il y a aussi une réflexion sur tout ce qui est cueillette sauvage et tendre vers le zéro déchet. Donc voilà, c'est un bar qui questionne un petit peu tous les nouveaux enjeux sociétaux pour montrer que voilà, on sait s'amuser, on sait aller boire un verre et voilà, répondre à tous ces nouveaux enjeux société de circuit court, zéro déchet, etc. Comment on est pour retracer un peu le parcours, c'est un bar qu'on a voulu ouvrir en 2017-2018, qu'on voulait d'abord ouvrir à Bruxelles. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas d'ouvrir dans une grande ville parce qu'il y avait toute cette dimension proximité avec nos producteurs, avec nos maraîchers, tout ce qui est cueillette sauvage, donc c'est-à-dire être à la fois dans une ville mais très proche de la nature. Donc, on a décidé de se recentrer sur Spa, qui est un petit écrin de verdure au milieu des Ardennes, d'où est originaire Cédric. Donc mon compagnon qui est pas là avec moi aujourd'hui, mais qui fait partie intégrante de l'aventure. Et donc voilà, tout le temps où on était sur Bruxelles, le projet n'avançait pas. À partir du moment où on a décidé de s'installer à Spa, là, les portes se sont ouvertes, on a rencontré les gens avec qui on avait envie de travailler, etc. Et donc, ça s'est un peu éclairci et on a été suivi par Group One et un incubateur qui s'appelle Boost Your Project. On a commencé en septembre 2019 à être suivi. Ça a duré 3 mois, donc jusqu'en décembre 2019. Et c'est durant cet incubateur qu'on a découvert la possibilité d'être financé, enfin d'avoir une partie du projet financée par le crowdfunding. Pourquoi est-ce qu'on a choisi du crowdfunding parmi toutes les offres de financement qui existent? Donc il y avait le prêt de coup de pouce, je les ai plus tous en tête comme ça, mais alors nous, le choix du crowdfunding, pour expliquer vitement ce que c'est une campagne de financement participatif, donc c'est-à-dire que c'est par la foule, par la participation de plusieurs personnes, qu'on va réussir à dégager un certain montant pour permettre de financer le projet. Donc ça dépend un peu des projets, soit ça peut être dans sa totalité, soit ça peut être une partie. Pour nous, juste pour recentrer un peu au niveau de notre projet, nous, on a eu un apport personnel, un crédit à la banque, plus une partie financée par le crowdfunding. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout fait via la banque? C'est parce que une des grosses forces du crowdfunding, selon nous, c'est de pouvoir fédérer autour d'un projet, créer une communauté. Et c'est vraiment ça qui est très, très intéressant dans le crowdfunding. Et c'est son gros point fort, c'est de pouvoir faire connaître le projet et permettre à des gens d'y adhérer. Donc, dans un établissement, dans un projet comme le nôtre, par exemple, c'est clair et net que créer une communauté, ça a été hyper important parce que ça permet, dès l'ouverture, d'avoir déjà des gens qui ont adhéré au projet et donc une clientèle.
on a réussi, donc on a clôturé notre campagne de crowdfunding en fin avril 2020 et donc on a ouvert là en octobre. On a pu faire que 3 jours parce qu'évidemment, il y a le Covid qui a fait qu'on a dû fermer nos portes très, très vite. Mais sur ces 3 jours, on a eu déjà énormément de personnes. Le bar était complet. Et ça, je pense que j'en suis même sûre et certaine, c'est en grande partie grâce au crowdfunding. Parce qu'il y avait des gens qui avaient adhéré au projet depuis le mois de mars, qui nous suivaient depuis. Et qui, du coup, quand ça a été ouvert, ont vite voulu venir voir ce que c'était devenu. Il faut savoir qu'en termes de réseaux sociaux, quand on a lancé la campagne, on n'avait même pas 200 likes sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. 1 mois et demi après, on avait passé la barre des 950. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient appris à connaître le projet via cette plateforme. Comment on a choisi la plateforme KissKissBankBank? Ça, c'est vraiment très personnel, je dirais. Nous, ce qui nous a plu dans KissKissBankBank, c'est la fluidité de la plateforme. C'est vraiment très, très clair et assez intuitif dans la manière de mettre en page le projet. Et dans la manière, ça c'est très important, c'est un peu de regarder comment est-ce que la personne qui va venir lire votre projet va interagir avec la plateforme. Donc nous, on hésitait entre Mimosa et KissKissBankBank et on a un petit peu pris en allant voir différents projets, on a un peu regardé comment on interagissait et on trouvait qu'au niveau du passage à l'acte de paiement, c'était plus facile sur KissKissBankBank. Mais c'est vraiment d'un point de vue tout à fait personnel. Moi, je dirais que c'est un peu à vous d'aller voir, d'aller voir les projets, de contacter aussi les coachs, parce qu'il faut savoir que derrière ces plateformes de crowdfunding, il y a souvent des coachs qui travaillent derrière, et donc un peu de voir avec qui ça va matcher. Il se trouve que nous, quand on a contacté des gens qui KissKissBankBank, on a été mis en contact avec un coach qui nous a mis tout de suite à l'aise, avec qui on s'entend bien, etc. Donc, ça a été assez fluide et on s'est dirigé tout de suite sur KissKiss. Après, il y a des projets, ça dépend vraiment du projet que vous portez, parce que par exemple, si vous portez un projet plus d'agriculture, de maraîchage ou ce genre de choses, Mimosa, c'est clairement mieux, c'est pour ce type de projet. On a d'autres plateformes qui sont aussi plus spécifiques. J'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il y a une plateforme exprès pour Bruxelles. Et là, donc, il y a tout un réseautage sur les projets bruxellois qui est sympa. C'est à vous de faire la démarche, d'aller chercher peut-être des porteurs de projets qui ont réussi sur telle et telle plateforme, mais aussi d'aller de vous renseigner auprès des coachs. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est triste, mais c'est d'aller voir les projets qui n'ont pas été financés en guise de contre-exemple pour voir, tiens, pourquoi est-ce que selon moi, celui-là n'a pas réussi. Peut-être que il n'avait pas mis assez de visuel en avant, son propos n'était pas assez clair, ou il n'a pas fait assez de communication, ou il n'a pas choisi la bonne plateforme. Et à contrario, d'aller voir aussi, de ne pas hésiter à se mettre en contact avec des gens qui ont réussi. Donc nous, par exemple, je parlais qu'on avait fortement hésité avec Mimosa. On avait contacté des jeunes qui s'appellent Anthony et Arnaud, qui sont du côté de Braine-l'Alleud, qui ont lancé un jean Enigma et qui avaient réussi leur campagne de crowdfunding via Mimosa. Donc, on les avait contactés. Ils ont pu nous donner les pour et les contre de Mimosa, enfin, les plus et les moins. Et c'est ça qui nous a permis de prendre notre décision. Voilà. Ça tombe très bien que je parle d'eux parce qu'ensuite, on passe sur le succès de la campagne. Donc, comment on a réussi à atteindre nos 100%. Le premier gros conseil que je donnerais, c'est de savoir s'entourer, donc d'avoir vraiment travaillé sur le projet en amont, savoir qui vont être vos partenaires, vos alliés, ceux qui vont pouvoir relayer. On pense seulement à l'entourage proche, les amis, la famille, etc. Mais selon moi, oui, c'est important, mais c'est peut-être pas ceux qui vont être oui, c'est vos meilleurs ambassadeurs, mais c'est peut-être vos futurs partenaires, les gens avec qui vous allez travailler, ou alors des gens qui ont des projets qui ont déjà vu le jour et qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc, notamment, nous, on était allés
se renseigner auprès de ce projet Enigmagine. Et alors, ils ont pu nous faire part de leur retour d'expérience. Étant donné qu'on a un bar à cocktail, très vite, on s'est dit, bah, tiens, ce serait chouette de pouvoir travailler et collaborer ensemble ensuite. Et donc, ils ont été très ambassadeurs de notre projet, ils ont pu relayer. On s'était aussi entouré des gens qui, à SPA même, avaient un projet un peu similaire. Donc, à SPA, il y a une épicerie zéro déchet qui travaille beaucoup avec les produits locaux, etc. Eux, ils ont été hyper enthousiastes à l'idée qu'un bar comme le nôtre puisse s'ouvrir. Et donc, on est allé aussi voir comment on pouvait les collaborer avec eux. Et donc, on avait organisé une mini dégustation de notre travail dans leur épicerie en même temps que la campagne. Comme ça permettait de dire, bah, écoutez, nous, on veut ouvrir à SPA dans quelques mois pour nous aider si nos cocktails vous plaisent. Voilà où il faut se rendre. Ça a été, pour moi, c'est aussi un des gros points, c'est pouvoir s'entourer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très très positif et qui a permis qu'on arrive à 100%. Donc je mélange un peu le succès et les avantages de la campagne. Donc il y a le fait de créer une communauté, de pouvoir déjà parler de notre projet et de fédérer une communauté, de savoir s'entourer et de créer nos partenariats, etc. Donc tout ça fait que le projet devient assez réel et l'ancre dans tout ce qui est concret. Ça apprend aussi très très fort à pitcher son projet, à savoir, tiens, qu'est-ce qui est clair pour les gens, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pouvoir convaincre, être sûr de ce qu'on veut. Ça permet un peu de faire du tri dans, tiens, ça, c'est partie du projet. En fait, c'était chouette en théorie, mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Et alors, on n'avait pas pensé à ça, mais finalement, on peut... voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple typique en tête, peut-être que ça va me revenir, mais c'est vraiment apprendre à pitcher, à clarifier son projet. Ça, c'est hyper important parce que dans les phases après, il va y avoir convaincre des banques, des instituts financiers. Et donc, a priori, c'est un très, très bon exercice. Et alors, si jamais, d'ailleurs, je trouve que si jamais on ne réussit pas cette campagne de crowdfunding, ça apprend aussi beaucoup de choses. C'est qu'est-ce qui a été, on en ressort avec qu'est-ce qui n'a pas été. Et c'est aussi très, très positif pour apprendre parce que il faut savoir qu'on a été confrontés, nous, pendant notre campagne de crowdfunding, on a lancé notre campagne le 9 mars 2020 avec tout un tas d'événements qui étaient programmés pour toute la durée de la campagne, donc des événements physiques, évidemment. Et donc, le 13 mars 2020, tout le monde le sait, nous avons été confinés. Donc, tous nos événements ont été annulés. Et pendant 3 semaines, notre campagne n'a absolument pas démarré. Ça a été une catastrophe et on avait décidé de ne pas se laisser abattre et un peu de réagir. Tiens, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi personne ne s'intéresse au projet et pourquoi personne n'accroche? C'est simple, c'est qu'on avait préparé toutes nos communications. Quand on parle d'un bar à cocktail et de cocktail et qu'on ne peut pas faire goûter notre travail aux gens, c'est difficile de les convaincre. Et donc, ça a été ça ne fonctionne pas. Donc, comment je réagis, comment je challenge le projet, etc. Donc, on a décidé au lieu d'abandonner, de re-questionner le projet. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a réidentifié notre clientèle, notre cible, et on s'est dit, OK, bah alors, notre cible, ce sont des gens qui sont plutôt des épicuriens, qui aiment bien aller au bar, qui aiment bien aller dans des bars à vin, dans des restaurants. Là, ils sont confinés chez eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les atteindre? On s'est dit qu'on allait partager des recettes. Et en fait, ça a été, à partir de là, on a commencé vraiment à avoir des retours positifs. Donc, on a partagé des recettes. On a créé une mini vidéo de 30 secondes avec les moyens du bord depuis notre maison, parce que nous aussi, on était confinés. Donc, en stop motion, avec une petite musique cool, 30 secondes, pour un peu impacter le truc et donner l'ambiance un peu couleur, cocktail, bonne humeur, c'est la fête. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, ça a été des capsules vidéo. Une capsule vidéo pour montrer un peu l'ambiance du bar. Une capsule vidéo où là, on a montré plus qui nous on est et quelles sont nos valeurs et pourquoi on met ce projet. Donc, on n'a pas pu se rendre physiquement près des gens. Donc, comment est-ce qu'on montre qui on est
Donc, ça a été à travers un jeu de questions-réponses. On avait fait des stories Instagram où on pouvait dire, tiens, quelles sont vos questions sur le projet, qu'est-ce qui n'est pas clair, etc. Et donc, par rapport à ces questions, on les a repris dans une petite capsule vidéo qui faisait 3 minutes où on mettait un peu qu'est-ce que le projet, qui on est, et toutes les questions que les gens pouvaient se poser. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que la campagne a décollé. Donc, ça a été, je dirais que c'est un des conseils qu'on donnerait, c'est de ne pas se démotiver, toujours challenger le projet un petit peu, vraiment en une phrase, c'est comme une étude de marché en temps réel, en fait, cette campagne de crowdfunding. C'est là où on a vraiment pu redémarrer, c'est quand on s'est dit, OK, c'est qui notre cible et qu'est-ce qu'ils font en ce moment pendant le confinement et à partir du moment où on s'est posé ces questions-là, qu'on a on n'a pas laissé la campagne filer comme ça sans se repositionner, il faut un peu s'armer et se dire, OK, on y va. Voilà. Et donc, pour comment dire, résumer un peu les avantages, il y a le fait de créer une communauté, le fait d'apprendre à pitcher son projet, à le clarifier, apprendre à se challenger, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, être indépendant, finalement, c'est constamment faire face à des imprévus, etc. Et donc, le crowdfunding est une bonne manière d'être pré-indépendant, réagir face aux aléas de la vie, et alors créer tout ce qui est partenariat, réseautage, etc. Au niveau Lucia, Oui. excuse-moi, je vais me permettre de poser l'une ou l'autre question qui arrive au fur et à mesure de ton intervention. Il y a quelqu'un qui aimerait bien qu'on reclarifie en fait, mais concrètement, le principe du crowdfunding de base. La base du crowdfunding, c'est quoi en fait? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dirigé vers ce choix-là pour votre projet? D'accord. Alors, le crowdfunding, c'est une campagne de financement participatif. Donc, c'est un moyen de financer un projet ou une partie du projet via la foule. Donc, via la foule, c'est-à-dire via plusieurs personnes. Donc, on a un projet qui est expliqué sur une plateforme. Ça peut se passer soit via pré-vente. Donc, par exemple, si je sais pas, une box de quoi que ce soit à vendre, j'en mets 100 en pré-vente je vais reprendre l'exemple d'Enigma Gin, comme ça ils avaient leur gin, leur bouteille de 50 centilitres, ils en ont mis 300, je crois, en pré-vente, et donc les gens peuvent venir et les acheter en pré-vente. Et donc, c'est un moyen de financer le projet en amont et de recevoir ensuite sa bouteille de gin en contrepartie. Ou alors, comme dans notre cas à nous, c'est d'avoir plusieurs contreparties. Donc, ça allait de 5 euros. Ensuite, on avait un deuxième contrepartie à 10, 20, 30, 50, 100 euros, 200 et 360. Et à chaque montant, sa contrepartie. Donc, le 5 euros, c'était un petit bon d'achat qui était utilisable dès l'ouverture. Pour 50 euros, on avait une table pour deux, donc avec 2 cocktails, 3 assiettes à partager. Et alors, une des plus grandes, c'était pour 210 euros, c'était un atelier pour 6 personnes où on pouvait créer des cocktails, etc., une fois que le bar était ouvert. Et donc, via ces contreparties ou ces préventes, c'est un moyen que via la foule, donc via plusieurs personnes qui participent, on réunisse un certain montant qui doit être défini en amont selon vos besoins. D'ailleurs, ça fait partie des points de vigilance parce que c'est un montant qu'il faut vraiment bien définir en amont. Ce qu'il faut bien se dire que certes, on a une somme d'argent qui va arriver, qui va nous permettre de financer le projet, mais une fois que le projet est debout, il ne faut pas que tout ce que vous deviez rendre vous coûte plus que ce que vous avez eu. Enfin voilà, c'est peut-être là, il faut être bien accompagné, soit via un comptable, soit via un coach KissKissBankBank ou Mimosa, etc. Ça, c'est hyper important. Voilà. Et alors, comment nous, on est venu à choisir le crowdfunding? Mais comme je l'ai dit, on avait un apport propre, plus un... Mais on avait besoin d'un crédit bancaire parce qu'évidemment, pour ouvrir un bar, ça se chiffre en milliers et milliers d'euros. Sauf que nous, en ayant 25 et 26 ans,
on n'avait pas un apport personnel qui suffisait pour faire cet énorme crédit bancaire. Donc, en fait, on a voulu un peu gonfler cet apport personnel via le crowdfunding. Pourquoi on ne l'a pas fait via un prêt coup de pouce, par exemple, qui est un prêt qu'on peut demander à quelqu'un de l'entourage, un membre de la famille ou un ami, etc. C'est parce que nous, ce qui nous plaisait très, très fort dans le crowdfunding, et c'est son gros avantage, c'est tout ce qui est le côté pub, le côté créer la communauté. Donc, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une première grosse communication sur le projet. Tiens, il y a ça qui va voir le jour dans quelques mois ou quelques semaines. Et c'est vraiment une très grosse mise en avant parce que, comme je le disais, nous, on avait moins de 200 personnes sur nos réseaux sociaux. On est arrivé à presque 1000 à la fin de la campagne de crowdfunding. En plus de ça, on avait eu plusieurs des journaux, des émissions de radio, la télévision qui nous a appelés pour pouvoir relayer, etc. C'est vraiment le gros plus de la campagne de crowdfunding, plus même que le financement, je trouve, c'est faire connaître le projet. D'ailleurs, c'est en lien avec une autre question qui arrive et je trouve que c'est intéressant de rebondir là-dessus. La question, c'est donc quels sont les avantages principaux du crowdfunding? Et donc, cette notion de déjà booster une visibilité est un des avantages principaux parce que c'est aussi si je comprends bien dans ce que vous dites, une manière de déjà faire tester le produit. Donc, quelque part, c'est un prototypage en live qui, en plus, contribue à financer le projet. Est-ce que vous confirmez que c'est un des avantages principaux du crowdfunding? Ah oui, c'est complètement, c'est son plus gros avantage et c'est créer la communauté, voir si tout ce qu'on a pu faire dans l'étude de marché avant, c'est pour ça que je disais, c'est un peu une étude de marché grandeur réelle et vraiment concrète, on passe de la théorie à la pratique, c'est valider toutes les hypothèses qu'on avait pu faire en amont dans la réalité. Est-ce que les gens sont, nous, ça nous a vraiment permis de répondre à ces questions-là, est-ce que les gens sont vraiment prêts à mettre ce prix-là? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi c'est ce prix-là? Est-ce qu'ils adhèrent au projet, aux valeurs du projet? Ça nous a permis de valider tout ça. Est-ce qu'on est soutenu? Est-ce qu'on est suivi? Est-ce que les gens ont relais? Tout ça, on a pu clairement le valider et c'était vraiment très, très chouette. Et même, on s'est rendu compte que on pouvait... j'ai perdu ce que je voulais dire, mais oui, c'est clairement une étude de marché Enfin, c'est un moyen de valider son étude de marché et aussi de créer la communauté et la clientèle pour l'après. Parce que ce qui est important dans la campagne de crowdfunding, c'est qu'une fois c'est fini et qu'on a l'argent, c'est pas de tout arrêter et de faire silence radio, c'est de continuer à faire vivre la communauté pour qu'une fois que le projet voit le jour, les gens soient toujours là, quoi. Et donc ça, c'est le gros point positif. Alors, il y a une autre question d'un participant qui dit, tiens, d'après vous, est-ce que le crowdfunding a plus d'impact lorsque le projet est un projet local? Donc, est-ce qu'il y a une dimension qui a un impact sur l'aspect local du projet? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je pense que ça dépend vraiment du projet. Nous, par exemple, ce qui a été, oui, clairement, on s'est mis à Spa, on est allé chercher nos partenaires au niveau local et on n'a pas, sachant qu'on avait travaillé 7 et 8 ans à Bruxelles tous les deux, on n'a pas spécialement été chercher nos crowdfunders sur Bruxelles, ça n'avait pas de sens. On a vraiment été chercher au niveau local, donc comme je parlais, l'épicerie zéro déchet, on est allé travailler aller voir les distillateurs et les licoristes qui sont dans la région, avec qui on allait travailler. Au niveau de la presse, etc., comme je parlais, c'est eux qui sont venus nous chercher, mais on n'est pas allé chercher le Elle la table ou la Libre, etc. On est vraiment allé chercher la Meuse, l'Avenir, les petites radios locales, les petites émissions. En l'occurrence, à Spa, c'était Vedia. Donc, c'est ce type... pour moi, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir du succès quand on va aller chercher des partenaires au niveau local que viser tout de suite le national. Parce que ça n'a pas de... En tout cas, pour nous, ça n'avait pas de sens d'aller chercher les gros médias ou les gros partenaires au niveau bruxellois ou alors en Flandre, etc. Parce que le projet avait lieu à Spa. Après, ça dépend de qu'est-ce qui pourrait ne pas être... j'ai pas de... Mais, de nouveau, Enigma, eux, ils sont du côté de Brennaleux, ils distillent avec la distillerie Radermacher à la frontière allemande.
pour eux, ça n'avait pas trop de sens de rester juste dans leur petite province du côté de Braine-l'Alleud parce que leur jean est amené à être distribué un peu dans toute la Belgique, à rayonner. Voilà, donc eux ne sont pas allés chercher que des partenaires de leur région. Ils sont allés, évidemment, ils ont fait rayonner le truc un peu plus en Flandre. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas, à Bruxelles et Wallonie, oui, ils ont fait rayonner plus loin. Ça dépend de nouveau de notre cible, de notre étude de marché, de la destination du produit qu'on veut vendre, Oui. etc. Ou du Donc, service. si je comprends bien, c'est vrai que la manière dont l'impact que le crowdfunding doit avoir dépend de la vision qu'on a par rapport au projet. Donc, en effet, si la vision, c'est on veut s'implanter localement, donc vous, en l'occurrence, vous êtes un bar à Spa, donc c'est sûr que il y a une notion géographique, même si l'idée, c'est de donner envie à un maximum de personnes de venir chez vous. Mais si la vision globale est plus une vision sur le territoire belge, ou en tout cas que ça dépendra de ça aussi par rapport à l'aspect local ou pas local. Ça dépend de, en tant qu'entrepreneur, quelle vision vous avez par rapport au déploiement de votre produit ou votre service, quoi, si j'entends bien. Une autre question, c'est est-ce que les investisseurs, ceux qui participent au crowdfunding, ont une part sur l'investissement du projet? Donc, au bout du compte, est-ce qu'ils sont en partie propriétaires ou en tout cas, est-ce qu'ils ont une intervention après par rapport à votre projet? Mais ça dépend aussi de quel type de crowdfunding on choisit. Parce que il y a effectivement, je crois qu'il y a des. Je ne suis pas experte là-dedans parce que nous, on n'est pas parti dans ce type de campagne. Il y a effectivement des campagnes où je crois que c'est possible qu'ils aient des parts après. Enfin, il y a des financements où c'est possible, mais nous, dans tout ce qui est Kiss Kiss Bang Bang, Mimosa, etc., ils n'ont pas de parts. Donc, Cédric et moi, on est les seuls et uniques propriétaires de notre société. Par Mhm. contre, ce qu'ils ont le droit, c'est effectivement, c'est de recevoir ce pourquoi ils ont payé. Donc, s'ils ont pris la table pour deux à 50 euros, quand ils viennent ici, évidemment, on est obligé de leur donner leurs deux cocktails et leurs assiettes à partager. Enigma est obligé de leur envoyer la bouteille de gin. En fait, on est soumis à l'envoi de la contrepartie parce que c'est un achat qu'ils ont fait. Même si le lieu physique n'existait pas encore, ils ont déjà payé pour leurs cocktails et leurs assiettes à partager avant même qu'on ouvre. Ce sont des préventes. Donc voilà, mais sinon, ils n'ont pas du tout de. Non, non, ils n'ont pas de part ou quoi que ce Mhm. soit. Ils ne sont pas du tout décisionnaires de ce que la société est ou va devenir. Mhm. Alors, il y a une autre question qui est là, c'est, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais peu importe, je vais quand même poser cette question, c'est quelles prédispositions sont nécessaires pour protéger un projet original si on le met à disposition d'un crowdfunder? Euh, donc, si j'entends bien derrière ça, il y a un peu la crainte de qu'on vous pique l'idée, ou je ne sais pas très bien. Donc, qu'est-ce que vous auriez comme info à partager par rapport à ça? Euh, Ça, c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu difficile à répondre, dans le sens où nous, c'est pas un. Enfin, voilà, c'est. Oui, il y a des spécificités qui font que le bar à cocktail. Enfin, on a des petits plus par rapport à d'autres bars à cocktails qui font que ce bar à cocktail-là n'est pas un autre. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'on va nous piquer l'idée ou pas, dans le sens où les bars à cocktail, on n'a pas inventé grand-chose. Je pense que ça, c'est une question que les coachs qui sont derrière chaque projet, parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit sur une plateforme pour lancer un crowdfunding, on a des coachs qui nous sont attribués pour chaque projet. Ça, c'est peut-être une question qu'il faudrait aller poser à un coach chez KissKissBankBank ou chez Mimosa. Voilà, je ne suis pas qualifiée pour répondre à ça, je pense. Oui, alors moi, je pense en effet que c'est pas au moment du lancement du crowdfunding que la question de la propriété intellectuelle se pose. C'est en effet, c'est une autre thématique. Donc, la démarche crowdfunding est déjà dans le projet est construit, on s'est posé ces questions-là et on en est au stade de vouloir le financer. Et donc, la question de propriété intellectuelle ou d'appartenance de l'idée, à ce moment-là, ça a été en effet clarifié, soit avec d'autres intervenants, etc. Alors, je vois encore d'autres questions.
Oui, il y a, au départ, vous aviez parlé de votre hésitation entre Kiss Kiss Bang Bang, Mimosa, et au bout du compte, vous dites avoir choisi Kiss Kiss Bang Bang, et on nous demande, mais tiens, et pourquoi pas Mimosa pour finir? C'était quoi les éléments qui vous ont fait ce choix, et donc qu'est-ce qui vous a fait vous détourner de la proposition Mimosa? Donc, c'est-à-dire, au bout du compte, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence entre tel ou tel organisme de crowdfunding? Mm, mm, mm. Mais ça, de nouveau, ça dépend encore très, très fort du projet. Il se trouve que Mimosa est plus axé alimentation et tout ce qui est agriculture, projet de maraîchage, ferme, etc. Mhm. Et donc, même si nous, dans alimentation, on pouvait rentrer dans cette catégorie, c'est vrai qu'on était plus dans le côté Kiss Kiss Bang Bang, parce que Kiss Kiss Bang Bang, c'est un petit peu plus je déteste ces mots-là, mais c'est pour un peu, voilà, dans de très gros guillemets, c'est plus des projets trendy, urbains. Voilà, c'est vrai que Mimosa se prête plus à ouais, l'agriculture, les projets de bière, de gin, etc., mais vraiment dans le procédé agricole, donc la fabrication, etc. Nous, on est plus, c'est vrai qu'un bar à cocktail, c'est un petit peu plus urbain, donc on s'est mis à Spa, mais à Spa, c'est hyper touristique, il y a du monde, etc. C'est un petit peu plus tendance, entre guillemets. Je dirais que Kiss Kiss Bang Bang, c'est plus ce qui est projet lifestyle, quoi. C'est les magazines, oui, tout ce qui est magazine indépendant se lance beaucoup sur Kiss Kiss Bang Bang, tout ce qui est mode, musique, tout ce qui est restaurant, un petit peu pareil avec les mêmes valeurs que nous, zéro déchet, circuit court, local, etc. Ça se lance très très fort sur Kiss Kiss Bang Bang. Il y a autre chose, comme je disais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en relation avec les coachs qui sont derrière chaque plateforme. Nous, on n'avait pas trop réussi à joindre Mimosa. Par contre, Kiss Kiss Bang Bang, on a eu très vite un retour et ça a matché au niveau du feeling. Excusez-moi, excuse-moi Laetitia, j'ai fait une mauvaise manœuvre. En fait, c'est Madame Vanderberg que je vais mettre en attente le temps de passer. Euh, voilà, je te rends la parole, Laetitia. Excusez-moi, j'ai une conférence est intervenue et j'ai voulu la mettre en attente et je me suis trompée de personne. Donc, Voilà, après les deux nous avaient l'air très très bien, c'est pour ça qu'on a hésité. Et d'ailleurs, j'ai d'excellents retours. Enigma sont très contents d'avoir été financés via la plateforme de Mimosa. On a un boulanger ici, pas très loin de Spa, qui a été aussi financé récemment. C'est une boulangerie qui s'appelle l'Alternative. Vous voyez, de nouveau, la boulangerie, c'est quelque chose d'un peu plus. Je ne sais pas comment dire, mais on n'est pas du niveau de l'agriculture, mais c'est plus manuel, quoi. Alors que le Kiss Kiss Bang Bang, c'est voilà. Et puis au niveau de simplement la fluidité la prise en main du site internet, nous on se sentait plus confortable avec Kiss Kiss Bang Bang. C'est purement c'est une décision qui doit être complètement personnelle, quoi, je pense. Au oui, niveau avec quoi vous vous sentez à l'aise, avec quel outil, avec quel coach. Et voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir les projets qui ont fonctionné sur Mimosa, sur Kiss Kiss Bang Bang. Il y a aussi Ulule et je ne sais plus, j'ai oublié le nom de celui qui est sur Bruxelles qui fonctionne beaucoup aussi. Il ne faut pas hésiter. Nous, on a passé, on a préparé notre campagne de crowdfunding. Il ne faut pas oublier, ça c'est dans mes points de vigilance. Ça prend énormément de temps de préparer une campagne de crowdfunding. Et il ne faut pas hésiter à aller voir comment sont présentés les projets et comment on prend en main la plateforme, quoi. ok, super. Euh, alors, est-ce que c'était une autre question qui nous est arrivée là? Est-ce que c'était une stratégie de votre part de faire du crowdfunding afin d'attirer des clients? Ouais, nous, c'est vrai qu'on est vraiment passé par ce financement-là pour faire connaître notre projet. Donc, c'est vrai que je suis pas revenue fort sur notre parcours, mais Cédric et moi, il faut savoir que même si Cédric est originaire de la région de Spa, nous, on a travaillé, avant le mois de mars, on travaillait tous les deux depuis 7 et 8 ans à Bruxelles. Donc, tout notre réseau, nos clients, etc. Les gens qui potentiellement connaissaient notre travail, nos expériences, enfin nos amis, les gens avec qui on travaillait, sont tous à Bruxelles. Et donc on s'est dit, on va arriver à Spa, pas en ne connaissant personne, parce que voilà, Cédric a sa famille et quelques amis ici, mais c'est vrai que notre clientèle n'était pas du tout faite. Et on s'est dit, on ne peut pas ouvrir comme ça, enfin,
arriver sans que les gens ne sachent qu'il y a un projet comme ça qui va arriver. Et donc, on s'est dit que ce gros avantage de publicité qu'apportait le crowdfunding était nécessaire dans notre projet parce qu'on n'était pas connus pour notre travail dans la région, quoi. OK. Alors, question, je la pose, à voir si vous savez, nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a des domaines où on ne peut pas faire de crowdfunding? Donc vous êtes, évidemment concentré sur votre propre projet, mais est-ce que vous avez une information à dire par rapport à ça ou une connaissance par rapport à ça? Ou ou pas, ben, vous inviterez, les étudiants à se renseigner, ultérieurement auprès des plateformes de crowdfunding? Ouais, je pense qu'il faut aller vérifier dans les conditions d'utilisation d'une plateforme. De toute façon, avant de soumettre un projet, il faut accepter des conditions, etc. Après, je pense que c'est comme un peu toutes les conditions d'utilisation. Ça doit être les mêmes que Facebook, Instagram et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, évidemment, pas de racisme, xénophobie, homophobie, tout ça. Non. Mmh. Et le reste, je pense pas qu'il y ait de limite. Non, je pense pas. Mais il faut aller OK. vérifier dans les conditions. Effectivement, c'est marqué à chaque fois qu'on veut soumettre un projet. De toute façon, quand on le publie, il faut attendre 48 à 72 heures qu'un coach, donc celui qui va nous être attribué pour le suivi de projet, valide le projet. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça sera de toute façon pas publié. Ils vous diront pourquoi et sûrement qu'ils vous aideront à rectifier le tir, quoi. OK. Alors on demande de reclarifier, quels sont les désavantages du crowdfunding? Ouais, c'est vrai que j'avais pas eu le temps du coup d'y revenir. Tout ce qui est risque et point de vigilance. Donc, le gros point noir pour nous, ça a été tout ce qui est épuisement, stress, parce que c'est en fait 1 mois et demi qui sont hyper intenses, où on est constamment stressé que les gens n'adhèrent pas au projet. Comme je dis, nous, avec on a été frappé de plein fouet par le premier confinement. On a lancé notre crowdfunding 3 jours avant. Et donc, on avait préparé tout un tas d'événements physiques pour pouvoir faire découvrir notre projet, donc des dégustations, des séances cocktails dans des restaurants de spa, etc. Et donc, tout a été annulé et on s'est retrouvé un peu démunis sur tout ce qu'on avait travaillé. C'est un peu parti en fumée. et, euh, et donc, personne n'a adhéré au projet parce qu'on n'a pas tout de suite re-questionné notre manière de communiquer, notre manière de faire connaître le projet, etc. Et donc, on s'est très, très fort... ça a été 3 semaines où la campagne ne décollait pas fort, où il n'y avait personne. On a été un peu découragés. Et c'est épuisant moralement, c'est au point qu'on n'endormait presque pas la nuit parce qu'on avait peur que notre projet ne voit pas le jour. Et donc, d'où l'importance, je le redis, quand on crée notre campagne de crowdfunding, c'est de savoir s'entourer de nos futurs partenaires et des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, parce que c'est eux qui vont un peu nous rebooster, etc. De nouveau, je reparle des 2 partenaires vraiment très très forts qu'on a eu pendant notre campagne. Nous, ça a été Enigma Gin et l'épicerie Zéro Déchet à Spa, qui nous ont permis de refaire parler du projet, qui nous ont donné des idées. Donc, avoir une personne ressource, c'est très important parce qu'Enigma, par exemple, eux, ça faisait 6 mois qu'ils avaient fini leur campagne de crowdfunding. Ça avait été un succès et donc ils ont pu nous donner leur retour d'expérience. Et ils nous ont un peu rassurés en leur disant que c'était surtout dans les derniers jours qu'une campagne de crowdfunding décolle. Et ça, c'est vrai parce que finalement, notre campagne a duré 1 mois et demi et en 3 semaines, on a fait 118% de l'objectif. Donc, au final, on s'est stressé pour pas grand-chose parce que ça a été une réussite. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça, à ce stress, etc. Il faut savoir s'entourer parce que c'est pas du tout c'est pas une partie de plaisir, c'est vraiment du boulot. Ma coach chez Groupon nous avait dit mener une campagne de crowdfunding, c'est un travail à temps plein parce qu'il faut réseauter, il faut communiquer, il faut faire du contenu sur les réseaux sociaux, il faut faire vivre Facebook, il faut faire vivre Instagram, il faut faire vivre la communauté, donc répondre aux gens qui pourraient envoyer des questions, etc. Enfin, voilà, ça c'est vraiment du boulot et il ne faut pas du tout le sous-estimer. C'est pas du tout 1 ou 2 heures par jour, c'est vraiment autour de 5-6 heures par jour, quoi. En parlant de communication, d'activer Facebook, Instagram, etc., ça, c'est aussi un autre point d'attention, c'est essayer de diversifier
son contenu pour ne pas fatiguer son audience. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir tous les 2 jours avec le lien du crowdfunding, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne parce que ça fatigue les gens. C'est plus, voilà, comme je disais tout à l'heure, nous, le mardi soir, souvent, on mettait une recette. Puis on revenait 2 jours plus tard avec une petite capsule vidéo. Puis le week-end, c'était des photos de nos cueillettes sauvages, par exemple. Il faut un peu diversifier le contenu et le message, c'est pas du tout aidez-moi, c'est plutôt du contenu qui va venir éclaircir et apporter un plus au projet. C'est comme ça que les gens vont adhérer parce que ils vont découvrir des choses ou ils vont en apprendre un peu plus sur vous. Ils aiment bien aussi qu'il y ait c'est bête, mais on a fait aussi quelques photos de nous deux parce que les gens, le fait de mettre un visage sur un projet et de savoir qui est derrière un projet, c'est hyper important. Nous, notre campagne a décollé à partir du moment où on a fait une capsule vidéo où on était filmé d'assez proche et on répondait aux questions que les internautes se posaient. Tiens, d'où vous est venu votre projet? Pourquoi vous installez à Spa et pas ailleurs? Donc, c'était une mini capsule vidéo un peu format Combini où il y avait une question, on donnait la réponse. Et donc, à partir du moment où les gens ont vu notre visage et on a pu parler un peu comme je suis en train de le faire avec vous, là, ça rassure et ça donne envie de participer au projet, quoi. Donc ouais, ça c'est un autre point de vigilance, c'est faire attention à sa communication. Il faut vraiment avoir un petit peu un planning en amont, c'est quelque chose qu'on prépare avant le lancement du crowdfunding, avoir une variété de contenus, ne pas hésiter à se montrer, à faire des vidéos, c'est ce qui marche le plus, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas de jugement à avoir dessus, mais c'est vraiment voilà. Alors, nous avons encore une question qui nous arrive des réseaux sociaux. Là, c'est, tiens, si on n'arrive pas à la somme du crowdfunding, est-ce vrai qu'on perd la somme qu'on a déjà récoltée? Ouais, ça dépend de nouveau des plateformes. Mimosa, à partir du moment où on arrive à 60% de la somme, on aura ces 60%. KissKissBankBank, il faut arriver à 100%, sinon on n'a rien. Et ce qui se passe, c'est que chaque somme qui a été investie par les personnes, elle leur est intégralement remboursée. Et alors, il faut savoir, et ça, c'est, je le dis par rapport à tout à l'heure, quand on disait définir son objectif l'objectif du montant qu'on veut atteindre, il faut savoir qu'il y a des commissions. J'ai plus la commission exacte chez Mimosa, mais chez KissKissBankBank, c'est de l'ordre de 8%, et c'est pas rien, quoi. Il y a presque 500 ou 600 euros de notre collecte qui est partie chez KissKissBankBank. Hein. Il faut le calculer dans le montant à définir. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, si c'est possible, les différents types de crowdfunding? Les différents types. Alors, moi, je ne les connais pas tous. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il faut de nouveau aller voir sur les plateformes ce qu'elles mettent à disposition. Sur tout ce qui est KissKissBankBank, Mimosa, Ulule, c'est des crowdfunding où il y a soit une prévente, donc il y a un objet qui est mis à la vente. Donc, pour reprendre l'exemple de nos amis d'Enigma, eux, ils avaient mis leur bouteille de gin en pré-vente. Et donc, il y en avait 300 disponibles. Et une fois que les 300 étaient vendus, c'était bon. Nous, c'était plus de l'ordre de contrepartie. Les gens mettent la somme qu'ils veulent et en échange, ils ont la contrepartie qui correspond. Je sais qu'il y a d'autres plateformes où c'est d'autres types de crowdfunding, mais honnêtement, c'est pour d'autres types de projets. Je pense que c'est pour des montants beaucoup plus importants, où là, peut-être qu'effectivement, les gens deviennent un petit peu actionnaires de la société. Je sais que c'est possible, mais honnêtement, nous, on sait pas. On a un projet un petit peu plus, un peu plus petit, et donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout été regarder ce type de crowdfunding là, quoi. Mais sur Internet, on trouve très très facilement les autres types qui existent. Ah, eh bien, nous avons un professeur qui est actif, présent et qui répond à ces questions. Donc, merci, Monsieur Van der Kamen. Donc, qui nous dit, voilà, il y a trois types. Un, la notion de prévent. Deux, la participation au capital. Trois, le prêt financier. Donc, merci d'avoir répondu et être intervenu par rapport à cette question.